Les dernières nouvelles concernant ce qui s'est passé avec le porte-avions Abraham Lincoln. Vous savez, il y a eu un drone au-dessus de l'Abraham Lincoln qui a été abattu par un F-35. Ils disent qu'il se dirigeait directement vers le porte-avions. Et maintenant, on voit l'Iran déclarer qu'il fera la même chose s'il repère des drones américains. Ensuite, ils ont envoyé un autre drone pour tout surveiller. Vous savez, quand on amène beaucoup d'équipements et d'armes dans la région, les gouvernements veulent se surveiller mutuellement pour voir ce qui se passe. Et c'est là que réside le danger. Une simple erreur de calcul pourrait mener à une catastrophe. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle entre les États-Unis et l'Iran, sachant que les États-Unis arrivent dans la région lourdement armés et préparés, tandis que l'Iran, d'après ce que j'ai vu et entendu, semble lui aussi pleinement prêt à tout, même à une attaque désastreuse. Quelle est votre opinion à ce sujet? Eh bien, laissez-moi d'abord répondre à vos premiers commentaires. J'ai participé, je crois vous l'avoir déjà dit, à une rencontre avec le président Ahmadinejad lorsqu'il était à New York pour les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU. C'était une réunion privée avec Frank Wisner, Tom Pickering et quelques autres diplomates en plus de moi. Lors de cette réunion, j'ai eu 5 minutes, tout comme Frank, Tom et les autres, pour présenter notre position afin qu'Ahmadinejad l'examine. Mon intervention portait sur un accord relatif aux incidents en mer, semblable à celui que nous avions conclu avec l'Union soviétique pendant de nombreuses années. Un accord sur les incidents en mer est un document signé entre les deux parties, ou plusieurs s'il y a lieu, qui définit ce que nous ferons si, par exemple, un drone survole l'un de nos porte-avions. Tu vois ce que je veux dire. Quoi qu'il arrive, ce sont les canaux que j'examinerai immédiatement, avec lesquels je parlerai et que j'alerterai. Ce sont tes canaux pour la même chose. De cette façon, nous pouvons désamorcer toute situation de ce genre avant qu'elle ne se transforme en fusillade. Nous n'avons pas réussi à conclure un accord significatif sur les incidents en mer avec les Iraniens, mais nous avons atteint, je pense, une compréhension solide selon laquelle nous ne déclencherions pas de guerre. Nous consulterions nos différentes autorités, utiliserions la radio et les mécanismes de communication, et ainsi de suite. Cela dépendait de savoir s'il s'agissait du CGRI en mer ou de la Marine nationale en mer, et nous avions des canaux différents pour chacun. D'accord, tout cela pour dire que les drones, selon leur type, peuvent signifier des choses différentes. Maintenant, s'il s'agissait d'un grand drone de type Predator ou Reaper, ce serait une autre affaire. Mais s'il s'agit d'un petit drone, ils sont désormais reconnus comme des outils de reconnaissance par les armées du monde entier. L'Ukraine les a rendus presque omniprésents, en un sens, parce que tant de gens en fabriquent. C'est donc un peu comme un drapeau qui se montre et dit « Que fais-tu ici et pourquoi es-tu là? Je te regarde. Peut-être que je te photographie, mais je ne suis pas armé. Je ne suis pas là pour te tirer dessus. » Je ne sais pas de quel type de drone il s'agissait, mais je doute très sérieusement qu'il ait été suffisamment important pour menacer l'Abraham Lincoln de quelque manière réelle que ce soit. Néanmoins, ils ont pris leurs précautions. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, je suppose. C'est parce que nous n'avons pas d'accord. C'est une situation dangereuse, une situation très dangereuse, comme vous venez de l'extrapoler, en termes de ce qui va suivre, puis de ce qui viendra en réaction, et encore de ce qui viendra en réaction à cela. C'est donc quelque chose qui doit être compris par les deux parties, surtout s'ils ne sont pas soumis à des ordres d'exécution spécifiques. Et je comprends la situation actuelle ainsi. Ils ne sont pas soumis à des ordres d'exécution spécifiques. Le seul ordre qu'ils ont, d'après ce que je comprends, est de faire preuve de force. Et ensuite, le président décidera et publiera une sorte de décret exécutif
qu'il s'agisse de mener une opération militaire, de se retirer ou de choisir une option intermédiaire. C'est donc une situation très dangereuse, comme vous venez de le suggérer. Il faut garder la tête froide des deux côtés, et j'espère qu'il y a des esprits posés des deux côtés. Maintenant, abordons la question plus large. Je pense que nous en sommes à un point où les négociations pour Mota'in, les discussions, malgré la méfiance compréhensible des Iraniens à notre égard, et malgré le ministre des Affaires étrangères Zarif, qui affirme que la confiance est la partie la plus importante de toute négociation. Et il a raison, nous ne l'avons tout simplement pas. Nous ne l'avons tout simplement pas. Regardez ce que nous avons fait auparavant. Nous vous faisions confiance à l'époque, et regardez ce que vous avez fait. Maintenant, pourquoi devrions-nous vous faire confiance? Je pense toujours qu'il y a des discussions sérieuses en cours, et je crois qu'il l'a lui aussi laissé entendre. Donc, ce déploiement de force est la manière qu'a Trump de faire comprendre que si vous ne respectez pas ces discussions, et si vous ne vous ralliez pas d'une manière ou d'une autre à ce qu'il veut, il pourrait donner l'ordre de tirer. Maintenant, pour faire suite à cela, je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance au monde, sauf un accident que vous venez d'évoquer, qu'il donne réellement l'ordre de tirer. Vraiment pas. Je pense que tout cela n'est qu'un bluff de Donald Trump. Et il bluffe avec un instrument très dangereux dans une situation très dangereuse. Mais cela reste malgré tout un bluff. Je ne sais pas si Ekfeth et les autres dans la chaîne de commandement le savent réellement, le commandant du commandement central par exemple. Mais Trump bluffe, et il essaye d'utiliser ce bluff. Et voici ce qui me sidère vraiment. Ce qu'il cherche, c'est le JCPOA. Il l'avait, et il l'a rejeté. C'est ce qu'il recherche. En fin de compte, c'est bien ce qu'il recherche. Il ne va pas dire qu'ils doivent abandonner leurs missiles balistiques. Il ne va probablement même pas dire qu'ils doivent aller jusqu'à un enrichissement nul. Ce sera un accord du type JCPOA. Les Iraniens seront prêts à le mettre à l'épreuve là-dessus, et nous aurons une cessation des hostilités, si l'on peut dire, du moins dans l'immédiat. Et puis une grande question se pose, et c'est pourquoi je te la pose. Est-ce que Witkoff apporte un club à l'effigie de Donald Trump à Jérusalem pour rencontrer Netanyahou? Le principal obstacle va être Netanyahou. Mais je pense que les forces de défense israéliennes l'ont convaincu que ce n'est tout simplement pas le moment de faire cela, parce qu'elles lui ont expliqué ce qui arriverait à Israël s'il le faisait. Nous avons donc une sorte de statu quo en ce moment entre les principaux acteurs. L'Iran ne veut pas vraiment la guerre, mais il est prêt jusqu'au bout. Trump ne veut pas la guerre non plus, mais il veut conclure un accord quelconque dont il puisse se vanter, pour pouvoir dire « Oh, c'est ma 15e guerre que j'ai arrêtée, et j'ai besoin de l'accord de paix, du prix Nobel de la paix maintenant. » Ce genre de choses. Et Bibi doit la fermer, parce que Trump ne sera pas à ses côtés si quelque chose se produit qui mène à une guerre. Et on a dit à Bibi que si cela arrivait, Israël serait détruit. Il devrait en fait recourir à une arme nucléaire. Même les FDI, je ne pense pas, ne sont pas favorables à cela. Donc je me trompe peut-être complètement, mais je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Tout pourrait partir en vrille en 1 minute. Avec un drone, comme tu l'as dit. Je repense à l'incident dans le Golfe Persique, quand le Vincennes, notre croiseur Aegis, a abattu l'avion de ligne iranien. Eh bien, c'est le genre de situation dont on parle. Sauf qu'ici, il y a toute une armada prête à lancer une attaque. Comment as-tu trouvé cet article dans le Wall Street Journal? Ils disent que Donald Trump a demandé à ses conseillers de lui proposer des options pour mener une attaque rapide et décisive contre l'Iran, sans risquer une guerre à long terme au Moyen-Orient. Mais il semble que ses conseillers lui aient dit qu'une telle option n'existe pas. Bingo. Non,
Non, cela n'existe tout simplement pas. Vous ne pouvez pas faire, disons qu'ils réduisent leurs objectifs à capturer l'ayatollah, le président ou qui que ce soit. Vous ne pouvez même pas faire ça en Iran avec un minimum de certitude, parce que la situation y est totalement différente. Il y a bien plus de capacités dans le complexe iranien pour vous contrer. Donc vous regardez, au Venezuela, j'aurais dit que vos chances de réussir à capturer Maduro, comme ils l'ont fait, étaient probablement de 60%, parce que je sais à quel point ces forces spéciales sont professionnelles, et je sais combien de préparation cela a demandé. Et je vais le dire, le Venezuela, excusez-moi, je sais à quel point les Vénézuéliens sont mauvais, d'accord? Vous mettez tout cela ensemble et vous obtenez 60% de chances de succès. Vous combinez ces éléments avec l'Iran, et ce que vous obtenez, c'est environ 10% de chances de succès, et 85 à 90% de chances de déclencher une guerre plus vaste. Et ce n'est pas un risque que Trump veut prendre. Yeah. Steve Witkoff s'est rendu en Israël aujourd'hui pour parler avec Netanyahou et comprendre le point de vue israélien. Il semble qu'Israël plaide pour l'absence totale d'enrichissement sur le sol iranien, le retrait de tout l'uranium enrichi déjà présent en Iran, ainsi que des restrictions sur le programme de missiles iranien. Ce dernier point est assez remarquable à évoquer. C'est absurde. C'est comme dire, d'accord, vous êtes 90 millions de personnes avec une frontière longue et presque impossible à défendre, et vous avez une multitude d'ennemis, y compris les États-Unis, et nous voulons que vous vous désarmiez. C'est ce que cela signifie, parce qu'ils n'ont pas le type d'armée conventionnelle que nous avons, ni celle que d'autres pays de la région possèdent. Les Saoudiens, par exemple. Ils ont des missiles, et c'est leur colonne vertébrale. Souvenez-vous de la guerre des villes, Saddam Hussein tirant ses scuds et les Iraniens ripostant. C'est là qu'ils ont compris que c'était un système sacrément efficace. Et ensuite, ils sont devenus de plus en plus performants, à la fois sur le plan national et avec un soutien étranger. C'est leur défense. C'est l'équivalent de notre armée. Enfin, oui. Ils ont une armée, ils ont les gardiens de la Révolution, ils ont une marine, ils ont une armée nationale et ils ont en quelque sorte une force aérienne. Mais leur principale défense, c'est leur réseau de missiles. Leur retirer cela reviendrait à les laisser sans protection dans une région très dangereuse. C'est absurde d'insister là-dessus. Et Netanyahou le sait, il le sait. Ce que Netanyahou veut, c'est un changement de régime, point final. Ou le chaos. L'un ou l'autre lui conviendrait. Kinsler a également fait d'excellentes remarques à ce sujet. Je ne savais pas qu'il les avait formulées, c'est dans son nouveau livre. Il parlait de tous les groupes en Iran qui aujourd'hui travaillent de manière très professionnelle et très prudente, voire fastidieuse presque pas à pas, porte après porte, ville après ville, à l'intérieur même de l'Iran, pour construire un meilleur gouvernement, localement, à un niveau intermédiaire et à Téhéran. Et combien de femmes sont impliquées là-dedans? C'est un peu né de « Tu te souviens du soulèvement des femmes quand cette femme a été tuée ?» Et il a dit, Stephen a dit, c'est l'un des plus grands experts mondiaux en changement de régime. Il les a presque tous étudiés. Il a dit que nous ne devrions pas le faire dans le but de renverser l'ayatollah ou le majlis ou toute autre partie du gouvernement iranien existant. Nous devrions aider ces gens à devenir encore meilleurs dans la démocratisation qu'ils essayent de construire à l'intérieur de l'Iran. Non pas à renverser le gouvernement, mais créer une démocratie de plus en plus significative en Iran, en reconnaissant qu'il y a déjà une certaine démocratie là-bas, probablement plus qu'en Israël. En fait, je le dis avec insistance, il y a plus de démocratie en Iran qu'en Israël, certainement aujourd'hui. Donc je pense qu'il a raison. Et il dit, ne laissez pas les groupes habituels s'en charger. L'USAID,
Et vous savez ce que nous envoyons pour provoquer un changement de régime. Laissez plutôt les gens qui font ce genre de choses le mieux, les organisations internationales par exemple, les aider, les contacter et leur dire que vous voulez participer. Et vous savez, ils ne vont probablement pas vous croire, parce qu'ils pensent que nous essayons aussi de renverser le régime. Mais simplement, son étude de ces groupes et la façon dont il les décrit me donne un peu d'espoir que ce qui va se passer en Iran, si on le laisse tranquille, c'est que le peuple iranien va modifier son gouvernement lentement au fil du temps pour qu'il réponde de plus en plus à ses besoins. Et c'est ce que vous voulez. Larry, la réalité de ce qui se passe en Iran, je pense que beaucoup d'entre nous, vivant en dehors du pays, ne la comprennent pas vraiment à cause de tout ce qui se passe ici. Tu vois ces agents du Mossad, tu vois toutes ces ONG qui essayent d'intervenir. Tu sais, ces manifestations ont commencé à cause des difficultés économiques, qui ont été provoquées d'ailleurs par les États-Unis et d'autres. C'est la première chose qu'il a dite, oui. Et après cela, au lieu de laisser le peuple décider de ce qu'il veut, ils ont tout transformé en chaos, parce qu'ils ne veulent aucun ordre. Ils veulent tout détruire, Larry. Le plan pour l'Iran, à mon avis, en voyant ce qui s'est passé ici au cours des 3 dernières semaines, est le même plan qu'ils avaient pour la Syrie. Ils veulent tout détruire. Il ne reste plus rien à être. Eh bien, à être. Ils vont tout faire pour créer une nouvelle Syrie, ici en Iran. C'est ça, le problème. C'est ça, le danger, à mon avis. Et le gouvernement comprend parfaitement cela. Ils savent que ces gens sont sérieux. J'ai parlé avec certains d'entre eux. Ce sont des personnes complexes, très intelligentes. Ils savent ce qui se passe, ils voient les différences. Ils perçoivent l'incertitude du peuple concernant l'économie. Ils savent faire la distinction entre des émeutes et des manifestations. Ils le savent. Mais après tout, l'Iran est différent, Larry. Tu ne peux pas imaginer quelque chose comme ça se produire en Iran. Je suppose qu'à chaque événement, ils essaient de le manipuler autant qu'ils le peuvent ici en Iran. Ils ne laissent pas le peuple obtenir ce qu'il veut, exercer une pression sur le gouvernement. Ces politiques, compte tenu de la situation économique, ne sont pas correctes. Il faudrait aller dans cette direction plutôt que dans celle-là. Mais cela n'arrivera pas. C'est ce que je dirais. Larry, l'opposition a essayé de tout faire lorsque ces manifestants sont sortis. Il leur parlait, négociait avec eux, essayait de résoudre les problèmes économiques. Mais ils ne veulent pas de cela. Ils veulent détruire l'Iran de l'intérieur. Ils essayent de manipuler la société, d'attaquer de l'extérieur. Cela fait partie du plan. Tu n'as pas besoin de me convaincre. Je sais quelles sont les motivations. J'ai été au sein du gouvernement, au sein de l'armée, pendant plus de 40 ans. Je sais quelles sont les motivations de l'Amérique. Fondamentalement, la motivation dans l'armée était d'inverser le coup d'État, celui que l'ayatollah a réussi. C'était la principale motivation. C'est encore la motivation pour des gens comme John Bolton et d'autres. Ils n'aiment tout simplement pas être surpassés et ils ont le sentiment que les Iraniens nous ont surpassés. Alors ils veulent renverser cela. Et ils se moquent complètement de la destruction qu'ils peuvent causer aux 90 millions d'Iraniens qui n'y sont absolument pour rien. Ils veulent juste se venger. Et Bibi est simplement obsédé par la domination. Comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Oman, je vais le répéter encore une fois, le grand problème dans la région, c'est Israël. Israël, pas l'Arabie saoudite, pas l'Iran, pas l'Égypte. Le grand problème, c'est Israël. C'est lui qui empêche toute stabilisation. Parce que ce qu'Israël veut, c'est que tout reste dans le chaos pour pouvoir tout prendre. C'est ce qu'il veut. Et ils étendent ce rêve jusqu'au Somaliland en Afrique. C'est ce qu'Israël veut.
Donc, vous n'avez pas besoin de me convaincre de cela. Les Iraniens sont eux-mêmes le meilleur instrument pour offrir une vie meilleure à leur propre peuple et instaurer un meilleur processus de gouvernance également. Et ils pourraient le faire beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus fluide si nous levions à la fois les sanctions primaires et secondaires et si nous poussions les Européens à lever les leurs. L'Iran souhaite un pays florissant. C'est la dernière chose que Bibi Netanyahou veut. Le Liban, il en a une peur bleue depuis des années, parce que le Liban était autrefois le joyau de la Méditerranée orientale. Beyrouth était la ville où tout le monde voulait aller, d'Europe, d'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Maintenant, regardez Beyrouth. C'est la faute de Bibi. C'est la faute d'Israël. Ils ont détruit le Liban et ils l'ont fait encore et encore. Chaque fois que le Liban menaçait de se redresser économiquement et financièrement, ils l'ont bombardé sans relâche. Et maintenant, ils en sont pratiquement propriétaires. C'est l'objectif de Bibi. C'est l'objectif d'Israël. Je n'ai pas besoin de continuer à dire Bibi. C'est l'objectif d'Israël. Et ils veulent faire la même chose avec l'Iran. Je pense que nous sommes dans une impasse maintenant, où l'argent de Myriam et tout le reste de l'argent juif n'ont pas forcément réussi à convaincre Donald Trump qu'il voulait franchir cette dernière étape pour Bibi. J'espère avoir raison. Je ne pense pas qu'il y aura une guerre, à moins d'un accident, comme tu le disais, à moins que quelqu'un ne commence à tirer et que tout à coup, il devienne impossible d'arrêter les tirs. Parce qu'il faut le croire, je dois le croire en tant que professionnel militaire. Tout le monde est en alerte maximale en ce moment. Je veux dire, en alerte maximale.